Je sais que c'est toujours difficile, mais parfois c'est bien de laisser un peu de spontanéité au spectateur, et puis ensuite on engagera la conversation. Est-ce que quelqu'un veut commencer par une remarque ou... Souvenir éperdu et éperdument amoureux. Voilà ce que j'aurais mis comme autre forme de texte pour donner l'avant-goût du film. Comme titre, voilà, comme titre. J'ai changé le terme. J'approuve. Il me semble que c'est un mouvement relativement sain et naturel, celui de vouloir quitter Paris pour y retourner. Après, il ne faut pas non plus romantiser l'état des campagnes françaises aujourd'hui. Enfin, c'est aussi pour ça que mon introduction, qui a l'air peut-être parfois un peu dure, sur l'Alsace, encore une fois, c'est pas l'Alsace en général, c'est un territoire en particulier qui est un territoire qui a été complètement abandonné par toutes les politiques du territoire depuis des décennies et où il n'y a plus rien. Enfin, je dirais, il y a pas de médecins, il n'y a pas d'accès à la culture, il n'y a pas de petits commerces, il y a juste plus rien. Donc, oui, je veux juste dire, il y a sur la mythologie du retour à la nature, il faut savoir vers quoi on retourne et être armé. Et être armé pour le faire, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai été plus armé dans les 6 derniers mois que j'y ai passé. C'est la traduction améliorée, on va dire, d'un des films dont on voit des extraits dans le film, qui est un film est-allemand qui a été censuré par le régime très longtemps. La traduction littérale serait « Ne croyez surtout pas que je geins ou que je me lamente ». Il se trouve que le verbe en allemand c'est heulen et qu'il y avait une homophonie. J'ai pensé à hurler, moi qui connaissais pas le mot précis, la traduction précise. Et en voyant le film, je me suis dit en français ce serait « Ne croyez surtout pas que je hurle ». Et ça m'a semblé comme une évidence à ce moment-là que c'est ça qu'il fallait que j'utilise. Parce que le texte, pour moi, était une sorte de cri contenu. Oui, d'avancer dans la négation en disant c'est pas ça, mais en fait, c'est entièrement ça tout le temps. Donc, ne croyez surtout pas que je hurle. Croyez-le, je hurle très très fort, mais intérieurement, en l'occurrence. Il se trouve qu'on avait fait 2 courts-métrages sur le principe du found footage. Donc, pour aller vite, et ceux qui ne connaîtraient pas la notion de found footage, c'est le principe de travailler à partir d'images préexistantes. C'est un terme qui a été dévoyé aujourd'hui puisqu'il désigne des films comme Blair Witch Project et leur ersatz, mais qui sont en fait du faux documentaire et non pas du found footage. Le found footage, ça existe depuis le tout début du cinéma, depuis les années 20 ou 30. Donc, c'est des cinéastes qui se réapproprient un matériau qui est trouvé la plupart du temps et qui remonte ou sur lequel ils peignent, ils dessinent, ils grattent la pellicule. Donc on avait fait deux petits courts-métrages comme ça. Et quand on est parti sur cette idée de ce film-ci, on a gardé les mêmes règles qu'on avait établies pour les courts-métrages, qui étaient... Et moi, je suis à la recherche des plans qui ont une rémanence, qui restent. Parfois des plans extrêmement subliminaux dans la grammaire d'un film. Ce qui nous intéressait, c'était de trouver des plans qui, isolés de leur contexte, étaient riches de polysémie, oui.
qui pouvaient exprimer quelque chose de totalement différent de ce qu'ils exprimaient initialement dans le film dont ils sont extraits, et qui pouvaient nous amener autre part, de tenter de révéler un sens poétique à des plans qui étaient strictement fonctionnels. Les inserts, la plupart du temps, le sont. Dans une grammaire cinématographique classique de fiction. Là, il y a un personnage de dos, on prend. Il est encore de dos, on prend. Il y a une partie du corps, on prend. Il y a un cendrier, on prend. Et de constituer au fur et à mesure un corpus, mais qui était extrêmement dense. Je crois que quand je suis arrivé... Quand j'ai approché Thomas et que j'avais effectué ce premier travail, il y avait 17 000 ou 18 000 segments. Et là, on commençait une grosse première partie de travail qui était à la fois la catégorisation, le tri. On a indexé thématiquement tous ces segments, on les a nettoyés. Les règles, c'est on n'utilise pas de son, on ne modifie pas le format d'origine du film. Ça ne m'a pas échappé. Et autre règle, effectivement, on ne montre pas le visage d'acteur qui soit identifiable. Pour plusieurs raisons. D'une part, idéologiquement, pour moi, l'acteur représente vraiment la force capitale dans le cinéma, l'argent. En tout cas, on part ici de films de fiction. Un visage d'acteur, c'est la moitié d'un budget dans un film. Moi, j'ai envie d'enlever ça. Il se trouve par ailleurs que si on réintroduit des visages d'acteurs, on pourrait avoir affaire à un effet qui est un effet de quiz, qui est quelque chose auquel on essaye d'échapper réellement. C'est-à-dire qu'en sélectionnant ces segments-là, on n'a pas du tout l'envie que vous, spectateurs, soyez en train de vous dire d'où est-ce que ça peut venir pendant une heure et quart, parce que je pense qu'il y a une gymnastique déjà assez complexe entre le rapport au texte et à l'image, mais si en plus on est en permanence en train de se demander d'où provient cet extrait, dans ma mémoire de cinéphile, où est-ce que j'ai pu le voir, éloigner l'acteur, ça permet déjà de rendre les choses beaucoup plus floues là-dessus. Après, c'est pas tout à fait juste qu'il n'y a pas de... Alors, c'est juste qu'il n'y a pas de visage d'acteur, mais il y a des visages. Ce qu'on s'autorise, c'est dans des films, que ce soit des films soviétiques ou un giallo, quand il y a des plans de coupe qui sont très clairement des plans de coupe sur des visages de figurants, de villageois qui sont embauchés pour ce jour-là, pour cette scène-là, ça, ce sont des visages qu'on s'autorise à utiliser. On avait cette base avec laquelle on a essayé de se familiariser très longtemps. On les a vus, on les a revus, et c'est uniquement après ce moment que je me suis dit, maintenant, on va passer au texte. Ah, c'est la question suivante. Voilà. Que je voulais Moi, je ressentais le besoin de connaître la palette à disposition. En me disant, je ne vais pas écrire le texte de la même façon si je connais bien les images. Il se trouve qu'une fois que je me suis mis à écrire le texte, je ne me suis pas du tout censuré. Et je ne me suis pas dit... ah merde, ça va être difficile de trouver quelque chose pour illustrer la mort de Kiarostami ou Blake Edwards, sans utiliser des images de Blake Edwards. Mais l'idée première était connais bien ce que tu as à disposition, tu écriras plus facilement. L'écriture, comme c'est pas en plus du tout mon métier, c'est difficile à expliquer. On savait une chose, c'est que je savais que ça n'était pas un journal puisque j'ai pas écrit au moment évoqué. Donc je savais que je partais vers une chronique rétrospective. Et vous me demandiez tout à l'heure quand est-ce qu'elle avait été écrite. Je crois que nous, on a commencé à travailler ensemble en juin 2017, il me semble.
Et j'ai dû écrire le texte en décembre 2017, donc une grosse année après le départ de l'endroit. Je me suis retrouvé, on est arrivé au bout de ce travail de catégorisation, et Thomas m'a dit on ne peut pas avancer maintenant si tu ne vas pas écrire le texte. Moi, je ne me lève pas en me disant youpi, j'ai la journée devant moi, je sors une page blanche et je vais écrire. J'ai jamais eu un rapport facile à ça. Mais là, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, l'idée du film était là et il fallait se coller au texte. Et ce que je peux dire juste sur cette construction, c'est que je savais qu'il fallait planter le décor au début, évidemment. On ne va pas vous balancer dans cette histoire sans vous dire, sans vous donner un minimum d'informations. Mon âge, où je suis, ce qu'il y a autour, pourquoi je suis là sans voiture. Donc il fallait ce qu'on appelle une exposition, planter le décor. Et ensuite, j'ai travaillé cette chronique rétrospective en reprenant, c'était un petit travail de recherche, en reprenant mes conversations sur Internet avec des gens, en allant à la recherche de mes extraits de banque pour savoir à quel moment j'étais, à quel endroit. Comme ça, de reconstituer ces 6 derniers mois, parce que j'ai pas vraiment non plus une mémoire folle à travers ça, et de l'autre côté, de reconstituer le fil des événements politiques qui s'étaient déroulés en même temps, et de m'interroger en permanence sur la résonance qu'ils avaient pu avoir à ce moment-là sur mon existence. Et je savais par ailleurs, donc cette chronique, je l'ai écrite après l'exposition, en sautant l'épisode de la mort du père, dont je savais que c'était un épisode nécessaire parce que cet événement a teinté tous mes visionnages de films après. Ça a introduit la mort dans ce salon et en tant que spectateur pour moi, quelque chose qui était complètement nouveau. C'est-à-dire que je n'ai jamais ressenti, ni dans le noir d'une salle, ni ailleurs, dans le noir de la pièce où je visionne, une peur de mourir en train de voir un film. Ça, c'est arrivé. Et donc, ça a vraiment coloré ces visionnages de 6 mois. J'ai repoussé ça très, très longtemps, et c'est la partie que j'écris en dernier, tout en sachant qu'il fallait qu'elle soit intercalée au début. Et c'est ce qu'on a tenté, et c'est ce qui donne ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas en faire abstraction. Et en même temps, c'était quelque chose évidemment de très douloureux à faire remonter. Une fois qu'on avait toutes ces images triées, catégorisées dans des chutiers thématiques qui avaient des noms qui allaient de flore, faune, partie du corps, à des notions plus abstraites comme le politique, violence. On avait un fichier thématique extrêmement ample qui s'appelait Angoisse. Voilà, on en avait une quarantaine comme ça. Une fois qu'on avait ça et que le texte était écrit et enregistré, en tout cas sous forme de maquette dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de ce son au dictaphone que j'ai enregistré dans ma chambre, qui nous a donné quand même une idée de la durée du film approchante, et on a posé ce son sur la table de montage avec que du noir à l'image. Et là, on a commencé à éprouver un à un tous ces fichiers, à les repasser de façon systématique sur la parole, en essayant de voir ce qui se produisait et à quel endroit ça se produisait, et ce que ça suscitait chez nous. Donc voilà, ça durait 1h15, on balançait un fichier animaux pendant 1h15, donc pendant 1h15, on avait des chats, des chiens, des serpents qui apparaissaient sur tout le texte. Et il y a par exemple 3 endroits où il y avait une coïncidence magique.
où on se dit, voilà, ça, ce qui se passe là, ce qui se produit est intéressant. Il y avait un serpent, on voyait un serpent, on se disait, ce serpent, il n'est pas forcément au bon endroit, mais quand on parle de ça au début, on pourrait l'essayer là. Donc on posait comme ça, on remplissait c'est un travail de puzzle progressif, très laborieux, mais en même temps assez ludique et plutôt jouissif. Et au fur et à mesure, il y a des endroits où il y avait 4-5 images qui étaient possibles. On faisait des choix. On se demandait, on réfléchissait aux endroits où il était plus pertinent de jouer le contrepoint, de jouer la métonymie, de jouer ou d'être illustratif par moment aussi, parce qu'il nous semblait que c'était nécessaire assez vite de ne pas être dans un rapport de tension perpétuelle entre l'image et le son, parce que sur 1h15, ça me semble très dur à tenir pour un spectateur. Je pense qu'il fallait des moments de pause aussi, quand on dit je vais à la campagne, j'assiste au concert de Françoise Breu, là je vois pas pourquoi on verrait autre chose que de la campagne et Françoise Breu. En revanche, il y a plein d'autres endroits où justement le contrepoint, la métaphore semblait nécessaire et dynamique. Mais oui, le plus gros du travail a été d'éprouver en permanence tous ces chutiers sur la voix jusqu'à ce qu'on arrive à boucher quasiment tous les trous de façon qui nous semblait cohérente et qui nous satisfaisait. Mais c'est vrai qu'aussi d'avoir vu ces chutiers avant que tu ailles en écriture et catégorisé comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement le chutier le plus grand c'était Angoisse. Il y avait des choses sur la violence, des choses sur... Enfin, c'est vrai que c'était aussi comme une relecture de ces films avec que ces petits bouts complètement sortis de leur contexte. Enfin, j'imagine que ça a dû aussi se passer. Nourrir l'écriture, de revoir les films que tu avais vus pendant la période dont tu parlais, vu par ce prisme-là, cette lecture-là. On sait que quand on a un lexique à disposition, qui soit violence ou politique, ces images-là, on les a en tête. Donc quand je suis parti écrire après, oui, il y a des moments, il y a des mots qui tombaient où je savais qu'il y aurait cette image-là et j'attendais le moment où on allait l'éprouver ensuite parce que je savais que ça allait marcher. Parfois ça marchait pas en réalité. Mais c'était dans un coin de ma tête au moment de l'écriture. C'est certain. Et ça nous a permis d'aller peut-être aussi un peu plus vite dans cette deuxième période de travail de montage. Vous interpellez le spectateur tout en laissant des touches très pointillistes, je répète, et très pointues. En essayant non pas d'injecter, mais de donner des touches, comme on donne une touche en peinture sur une toile. Voilà. Oui, c'était l'idée. Et de moi, de projeter ma propre subjectivité et mon rapport à ces images-là, en essayant de vous la transmettre, et que non pas ce soit un diktat d'interprétation pour vous, que ça garde, que les images gardent leur polysémie, et que votre propre subjectivité et votre rapport à l'esthétique puisse se frayer un chemin à travers du film aussi. Puisqu'on a la chance de vous avoir tous les deux, moi la question que je me pose, et puis d'ailleurs quand vous répondez, vous dites « je », « nous », c'est où s'arrête, où commence, et où s'arrête le rôle de réalisateur, et où commence celui du monteur. Ça, je pense que ce serait très intéressant que ce soit Thomas qui réponde. C'est toujours compliqué de répondre à cette mais là encore plus parce que là, ou peut-être moins, mais le texte parle de choses de Franck, donc il parle d'un truc intime. Je pense que moi je peux avoir qu'une place en retrait par rapport à ça. Après le rapport qu'on a aux images, je pense que comme ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire que ce rapport émotionnel, on l'a, ou je sais pas comment, aux images, on l'a tous, vous, moi, Franck. Donc, évidemment, Franck, il le confronte à un texte qui lui parle de lui très personnellement.
moi, je suis comme vous, en fait. Je suis comme un spectateur qui viendrait recevoir ou pas l'interaction entre l'image et le texte. Et puis après, il y a un autre truc qu'on est quand on est monteur, c'est qu'on est comme un petit Sherpa. Donc ça a duré à peu près 1 an le montage, et il y a eu une période où on s'est arrêté pendant 3 mois, pendant laquelle Franck a écrit le texte. Donc il y a aussi ça, il y a aussi ce truc d'être un interlocuteur et d'être quelqu'un qui est là tout le temps pour faire avancer le travail. Donc voilà, donc il y a ce regard un peu décalé à côté, comme serait le vôtre. Et puis il y a aussi la régularité du travail. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Oui, ce qui est essentiel, peut-être dans notre relation, puisque c'est un film qui en gros se fait à deux. Il n'y a pas d'autres équipes, si ce n'est les gens qui ont travaillé avec nous en production et qui nous ont aidés à financer le film. Mais les mains dans la pâte, on est deux pendant 9 mois. Et ce que souligne Thomas est vraiment essentiel, c'est que c'est un premier spectateur, Thomas. Quand je parlais de films de found footage auparavant, c'est des pratiques qui souvent sont confinées à des réseaux expérimentaux et où les réalisateurs travaillent seuls. Ils sont tout le temps, ils sont confrontés à leurs idées, à leurs matériaux, à l'exploitation de leurs films du début à la fin. C'est une position dans laquelle je ne me sentirais pas du tout à l'aise. Je la trouve très solipsiste et j'ai vraiment besoin que le regard de Thomas me dit si je continue à m'adresser à quelqu'un toujours ou si je commence à tourner en rond et à ne plus me parler qu'à moi-même. Et ça, on n'a pas besoin de se parler beaucoup pour le savoir, il suffit que je le regarde quand on aligne 3 images. Si ça ne va pas, il y a une lumière qui s'éteint dans ses yeux, ou ça fait suffisamment longtemps qu'on travaille ensemble pour que ça fonctionne comme ça. Mais son rôle est vraiment essentiel là-dessus, comme sa force de suggestion sur les méthodes de travail. Parce qu'effectivement, quand on arrive avec 17 ou 20 000 extraits, j'ai une idée de ce que je veux en faire, mais j'ai besoin de la méthodologie de quelqu'un dont c'est le métier. Mais oui, essentiel et premier rôle, au-delà évidemment de sa virtuosité et de ses capacités techniques, c'est d'avoir un premier spectateur et un premier regard extérieur qui fonctionne en permanence pendant 9 mois dans une salle de montage. Quand on regarde le film, quand on fait un peu de montage, quand on ça, des fois on dit il faut que je le lâche ce film. C'est-à-dire que quand est-ce que tu décides que là il est mûr? Parce que tu peux éternellement, alors bien évidemment vous décidez, j'ai envie de dire que le bon plan est au bon moment, mais quand est-ce qu'on décide ça? Parce que là, il n'y a pas de fin. Quand est-ce qu'on décide? Le fait d'être à deux, encore une fois, je pense que tout seul, on n'en sort jamais. Je pense que j'y serai encore et je serai jamais satisfait. On décide quand on voit dans les yeux de son monteur que ça va, que là on peut arrêter et puis se reposer un petit peu, le revoir dans une semaine, modifier 2-3 choses, et puis aussi en l'éprouvant comme ça se fait sur chaque film, auprès des premiers amis à qui on va le montrer. Et on se dit oui, ça y est, ou non, ça y est pas du tout. Mais encore une fois, c'est la collaboration qui fait qu'on s'arrête, je pense. Parce que sinon, on sombre dans une folie et dans un cercle sans fin. Donc c'est presque lui qui décide quand c'est fini. Et est-ce que les images ont nourri ton texte à un moment? C'est-à-dire que là, tu as écrit, tu es allé chercher des images. Est-ce qu'à l'inverse, à un moment, tu t'es dit, tiens, est-ce qu'à cette image, je vais écrire pour l'image Non, j'ai pas modifié le texte après par rapport aux images. Non, l'idée c'était d'y arriver envers et contre tout. Parfois c'était très compliqué.
Michael Cimino, quand on dit Heaven's Gate, je ne sais pas combien de temps on a cherché une image qui pouvait s'insérer là, quoi. Mais non, je l'ai pas fait. Je n'ai pas remodifié le texte par rapport aux images. L'intonation de la voix dans le film était intéressante aussi. L'intonation, la musicalité de votre voix par rapport aux événements. Alors ça, elle est peut-être liée, évidemment, elle est liée à l'écriture, je pense. Encore une fois, alors je ne sais pas comment on travaille de vrais écrivains. Mais le texte, avant de l'écrire, je me la récite en tête énormément. Et donc la rythmique du texte, la scansion, elle est présente. Et c'est extrêmement lié aussi, je pense, aux écrivains que je fréquentais au moment de l'écriture, et pas pour des raisons très innocentes. Je me plongeais vraiment dans des gens dont la prose me sont chères, pour une fois que je me retrouve devant l'ordinateur, non pas les singer ou les plagier, mais m'être imbibé comme une éponge soit de l'économie de mots de quelqu'un comme Simenon, soit, je lisais beaucoup quelqu'un qui s'appelle Hervé Prudon à l'époque, qui sur les énumérations, le jeu de mots, les interactions, les homophonies, travaillait beaucoup ça. J'ai toujours beaucoup lu James Baldwin, où effectivement il y a quelque chose d'extrêmement musical dans sa langue en permanence, puisque c'est un fils de pasteur et qu'il a été élevé avec des hymnes et des cantiques en permanence. Voilà, des gens comme ça, ou le Pérec de « je me souviens » et ces phrases qui reviennent. Ouais, c'est une façon de d'aborder l'écriture très candide, hein, finalement. Je me dis, là, tu deviens un peu trop lyrique, arrête, va lire Simenon 5 minutes, ça va te calmer, tu vas ôter des adjectifs, Voilà comment j'ai essayé de la travailler, cette écriture. Et travailler des effets de contraste, et de changement de rythme aussi en fonction de ce qui est raconté. Il y a de la musique comme il y a de la musique dans les films muets, c'est-à-dire que la musique, elle est là. Voilà, c'est ça. Hein, il y a déjà ça, il y a une rythmique qui est présente tout le temps. Il se trouve que, comme je le disais auparavant, on travaille en enlevant le son de tous les extraits. Et la question, encore une fois, de vous imposer, de donner aux spectateurs quelque chose où il n'y a pas de son du tout, au-delà du léger souffle de l'audi où on a enregistré. On se l'est posé. Est-ce que ça ne va pas être trop rude? Est-ce qu'il ne faut pas arrondir les angles? Est-ce qu'il ne faut pas que des moments la voix s'arrête et qu'on mette un petit peu de musique? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, comme dans beaucoup de documentaires Arte aujourd'hui, un petit peu de travail de design sonore pour boucher les trous? Bon, vous voyez le ton sur lequel j'en parle, j'étais pas très convaincu. Mais l'idée d'essayer de la musique, on l'avait quand même. Et on l'a tenté. On a tenté des choses mélodiques, on a tenté des choses beaucoup plus basiques, bruitistes. On a tenté ce qu'on appelle du field recording, des enregistrements de nature. Et rajouter une couche de son, c'était rajouter une couche de narration. Tout son et toute musique contient une dramaturgie en soi. Et donc on avait le texte, on avait les images et on avait de la musique. Et là, la gymnastique qu'on demandait aux spectateurs devenait impossible. Enfin, ça nous a paru évident tout de suite. Enfin, je sais pas, Thomas. Oui, non, tu viens de le dire très bien. Il est d'accord. C'était beaucoup trop. Il y a des moments, j'en suis conscient, où c'est beaucoup demandé déjà, cette gymnastique image-texte, mais
N'importe quel morceau de musique en plus, c'est impossible. Réellement, c'est impossible. En revanche, on a senti le besoin absolu d'un morceau de délivrance à la fin. Et ce morceau s'est imposé assez vite, comme le I See the Darkness de Will Oldham, puisqu'on en parlait dans le film, et qu'il a à la fois, je trouve, un effet assez libérateur, tout en conservant une tonalité mélancolique qui est celle du film. Je peux prendre le micro pour parler, excusez-moi, mais c'est juste une sensation chimique que j'ai eue. Voilà, et c'est embarrassant parce que on s'en fout complètement, mais il y a un moment, aux 3/4 du film, où je me suis senti d'un coup extrêmement privilégié et en plus projeté dans un futur. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce film pourrait ne pas être projeté dans 20, 30 ans. D'abord, il y a une intemporalité dans votre texte qui est phénoménale, parce qu'il est très actuel, mais il est en même temps intemporel. Je pense être tous témoins que dans, je sais pas, le nombre d'années le plus lointaines possible, il sera toujours d'actualité, il fera toujours partie de la richesse, la génétique de l'humain. Mais surtout, il y a un moment, j'ai dit, tiens, peut-être Laura pourra me dire, il y a un film, vous savez, avec quelqu'un qui rentre et qui regarde la nature, parce que la nature n'existe plus, et c'était un film avec Schwarzenegger. Je sais pas comment, c'est un film où il vient voir la végétation qui n'existe plus à un moment. Il n'y a plus de nature et il vient... Total Recall, je crois, voilà. Il y a un moment, je me suis dit, tiens, je suis dans un Total Recall, mais extrêmement concentré. C'est-à-dire, je dis, ce que je ressens maintenant, c'est presque un privilège, parce que peut-être qu'on va passer un cap où on ne pourra plus forcément rentrer et entendre ou voir une alchimie aussi personnelle, finalement. C'est un peu le cinéma, c'est-à-dire que c'est une identité, c'est quelque chose qu'on expose et finalement, on brave des limites, mais en même temps, par rapport, par exemple, à ma journée d'aujourd'hui, je me suis dit, en regardant le film, c'était une manière d'enlever des pétales. Il y a beaucoup de fleurs dans le film, alors j'ai l'impression qu'il y a des écorces qui s'enlèvent au fur et à mesure, et finalement, vous apparaissez. C'est-à-dire que... Et c'est pourquoi c'est magnifique, l'unicité, la liberté, et quand elle passe les frontières, c'est vraiment une magie. Vraiment, c'est magique, quoi. Réalisateur, c'est un ingénieur, un génie de la vision, finalement, parce que c'est une chance de pouvoir recevoir une intelligence qui est véritablement dans l'empreinte digitale de la personne qui nous parle, quoi. Elle n'est pas influencée, elle est influencée, mais elle est intacte, quoi. Elle est pure, quoi. Et donc finalement, cette culture-là, c'est un extrait d'encyclopédie, c'est un résumé de vie qui vraiment nous permet, en tout cas pour moi, d'avancer et de réfléchir de manière plus forte, plus vindicative aussi, quoi. Donc merci beaucoup. Mais je vais vous retourner le compliment. C'est une chance de trouver des spectateurs qui ont de la curiosité et l'envie d'aller voir autre chose et l'ouverture d'esprit qui fait que ce film a pu circuler jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été une surprise pour moi du début de sa carrière jusqu'à maintenant, la 4e semaine d'exploitation. Donc, s'il existe, c'est aussi parce qu'il y a des yeux pour le regarder et des sensibilités pour le recevoir. Donc, merci à vous aussi. Il est bien ciselé et sculpté. Je ne sais pas s'il y a encore une remarque ou une question. Alors, c'est une question de prod, j'ai envie de dire. Mais comment on clear les droits de toutes les images? Oui, c'est une question très pertinente. On ne le fait pas.
On ne le fait pas. Je pense qu'on fait un film de pirate ou on ne fait pas de film. Ou alors je commence avec le Dallos qui pèse 5 kilos et je suis toujours dedans. Non, écoute, je dis, il faut... Quand je suis parti sur l'idée, j'en ai parlé au producteur. On avait déjà fait ces petits films de found footage où les mêmes problèmes se posaient. Bon, alors du court-métrage, les gens s'en foutent un petit peu. Là, c'était long. Il m'a dit avance, on verra bien. Et un des producteurs s'est rendu à Cannes. Je ne sais plus si c'était en 2017 ou 2018 quand était projeté le livre d'images de Godard. Il est revenu et il m'a dit eh ben, écoute, j'ai vu le film de Godard. Il a utilisé des images, il les crédite, il ne les paye pas. Vas-y, ça crée un précédent. Et surtout, à partir de ce moment-là, il m'a autorisé à créditer ce à quoi je tenais absolument, les films au générique de fin. Donc c'est ce qu'on a fait. Après, par rapport à l'industrie, il y a une question qui se pose très sérieusement aujourd'hui. Je me permets de le dire parce que je fais de la sélection par ailleurs en festival, des films qui recyclent des images préexistantes. Alors là, effectivement, je parle de films vraiment de l'industrie, de films de fiction chers, mais des films qui recyclent des images. Il y en a de tous les domaines, qui viennent de YouTube, qui viennent de la télévision, et il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, ça représente vraiment une marge qui se solidifie et qui s'accroît. Donc, tous ces films sont des films qui, de toute façon, sont des démarches intimistes ou expérimentales et qui ne viennent pas menacer le marché. Donc, je ne suis pas en train de vendre des savonnettes ou des voitures. Si ça énerve la Warner qu'il y ait 4 secondes de pied de Kevin Costner utilisé dans le film, comme je le disais tout à l'heure, on a ces chutiers monstrueux qui existent toujours, ou des paires de pieds. On en a 400 autres. Aujourd'hui, on n'est plus en 35 mm, on travaille en DCP. Donc, on nous le dit, le soir, on rentre en table de montage, on met d'autres paires de pieds, et ce jeu-là, on peut le continuer à l'infini, et je suis sûr que les ayants droit se fatigueront beaucoup plus vite que nous. Il faut aussi changer, mais ça se fait vite aussi. Mais oui. Bon, je ne sais pas s'il y a une dernière question ou si on finit sur l'idée d'un film de pirate. Ça me convient très bien. Bon, mais écoutez, merci infiniment à tous les deux d'être venus.